dans votre émission Passons mon avocat. Alors, il y a toujours des problèmes juridiques partout, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ce jour pour ce nouveau numéro de Passons mon avocat avec comme sujet du jour la création d'entreprise. De nos jours, de plus en plus de personnes rêvent d'être entrepreneurs parce que, évidemment, les emplois ou les bons emplois ne sont pas évidents à trouver, il y a beaucoup de chômage et finalement on se dirige de plus en plus vers la création d'entreprise. Cela étant précisé, pour le novice, quelqu'un qui ne connaît pas du tout comment ça fonctionne, c'est tout sauf évident. Alors aujourd'hui, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de vous avoir invité. Bonjour, Mehdi Keïta. Bonjour Matsarda, bonjour téléspectateurs. Alors, vous êtes ici parce que vous avez une très grande expérience dans l'entreprise, notamment par la société que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que vous faites? En fait, je fais du conseil en entreprise, de l'organisationnel et du management par la qualité. J'ai commencé très jeune parce que dès que j'ai fini mes études à Sciences Po, je travaillais chez Ernst & Young où je faisais du conseil en entreprise, auditeur et du contrôle de gestion. Et puis après, j'ai créé ma boîte il y a à peu près 14 ans et c'est maintenant que je fais ça au quotidien sur beaucoup d'entreprises guadeloupéennes. Donc c'est du management essentiellement? C'est du management, c'est de l'organisation, c'est de l'organisationnel, oui. Ok. Donc aujourd'hui, ce qu'on va envisager, c'est bien entendu la création d'entreprise par d'abord savoir pourquoi on crée une entreprise, quels sont les écueils à éviter. Ensuite, la forme. Est-ce qu'on va envisager d'être en entrepreneur individuel, encore en société? Quelles sont les sociétés et les diverses formes sociétales? Et puis, bien entendu, l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce parcours. Alors, avant d'envisager toutes ces questions, je vous propose un petit reportage. Devenir patron, ou pour être plus précis, chef d'entreprise, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, n'est pas chose simple. Tout d'abord, il faut avoir une idée et quelques fonds pour la mettre en place. Dès lors, et en fonction de l'activité choisie, il faut définir le type d'entreprise la plus adaptée à ce que l'on veut exercer. En France, il en existe de plusieurs types, de la plus simple à la plus complexe. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Il s'agit d'une entité institutionnelle soumise à des réglementations permettant des échanges commerciaux. Elle est mue par un projet décliné en stratégie ou en politique et plan d'action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services. Elles peuvent être classées selon différents critères déterminés par leur activité principale. Le secteur primaire, s'il s'agit de l'extraction des ressources de la terre via l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière ou minière. Le secteur secondaire pour des activités liées à la transformation des matières premières issues du secteur primaire. Et enfin le secteur tertiaire pour toutes les activités économiques qui ne font pas partie du secteur primaire et secondaire. Pour exister juridiquement, l'entreprise doit opter pour les formes prévues par la loi, entreprise individuelle, EIRL, EURL, société civile ou commerciale, société coopérative entre autres. La forme juridique choisie doit faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes, registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers pour les entreprises artisanales, URSSAF pour les professions libérales. Elle est associée à une identification distinctive et non ambiguë par son inscription au répertoire SIREN-SIRET. Les formes juridiques les plus connues sont les sociétés lorsque l'entreprise est portée par plusieurs associés, les associations ou sociétés coopératives lorsque l'objet social présente certaines caractéristiques, notamment l'absence de but lucratif, et les structures individuelles si elle est portée par un individu seul. Elle fonctionne avec plusieurs types d'acteurs, les détenteurs du capital de l'entreprise lorsque le support juridique de l'entreprise est un contrat de société, la direction de l'entreprise et les employés. Certaines activités artisanales sont sans capital ni salarié, mais doivent être tout de même constituées en société, la même personne étant à la fois détentrice du capital, mandataire social et unique salarié. Aucune entreprise ne peut s'exempter de l'équilibre entre le niveau de ses revenus et celui de ses charges. Parmi elles, le paiement des charges patronales pour l'entreprise, le paiement des impôts et la TVA. La plupart des entreprises fonctionnent donc dans un cadre prédéterminé par la loi. Il s'agit du droit des sociétés. Simplement, l'activité et les informations utilisées quotidiennement par le chef d'entreprise ne lui laissent que peu de temps pour parfaire sa maîtrise de ce droit des sociétés. D'où l'importance lors de la création d'une entreprise de se faire conseiller, voire de se faire accompagner par un spécialiste du droit. À terme, cela permettra d'être en conformité avec la législation régissant le fonctionnement des entreprises et d'exercer son activité en toute tranquillité.
Alors voilà, le reportage, je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il abordait en Guadeloupe vraiment ce qu'on pouvait faire dans tous les secteurs d'activité. On voit bien quand même que vraiment il y a une grosse demande avec aussi beaucoup d'activités qui sont possibles pour les jeunes nouveaux entrepreneurs. Alors la première question qui se pose finalement, souvent on pense je vais créer une SARL, une URL, etc. Mais avant tout cela, il faut qu'il y ait un marché. Est-ce que vous abordez cette démarche? C'est super important parce que quand on crée une entreprise, le premier élément qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Il faut regarder aussi s'il y a la réglementation, qu'est-ce qu'on peut faire, si on a les diplômes pour le faire, parce qu'il y a des métiers qui sont réglementés, d'autres métiers qui ne sont pas réglementés. Alors, que conseillez-vous, Une personne qui vous dit, je vais être boulanger aujourd'hui, je vais m'installer à Jarry. Vous dites, OK, vous dites, attention, il faut une démarche avant, étudier le marché. Je dis, attention, étudier le marché, quel type de boulangerie tu vas faire? Tu vas faire de la boulangerie bio, autre chose? Parce que c'est évident qu'il faut capter une certaine clientèle, et c'est pas parce que tu auras une boulangerie que tout le monde va venir à la boulangerie. Donc voilà, c'est vraiment, il faut essayer d'abord de voir, est-ce que j'aurai un marché pour pouvoir gagner ma vie? Alors, on parle de prévisionnel. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire un prévisionnel? C'est-à-dire un document où on voit un petit peu l'évolution de son activité prévisible sur 1, 2 ou 3 ans. Ah mais complètement, et c'est super important de faire déjà ce prévisionnel, ça c'est hyper important, mais de voir aussi le prévisionnel en termes d'emploi, de personnes qui vont travailler avec lui, les machines, qu'est-ce qu'il va mettre dedans, comment il va faire son pain, comment il va le fabriquer. Et puis les banques. Et la banque, pour savoir combien il va avoir, est-ce qu'on va lui prêter l'argent pour le faire, et surtout combien il va gagner pour avoir un moment atteindre son point zéro. Parce qu'il y a un point zéro à toucher, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant toute chose, il est très important, même si on a une très bonne idée, de connaître le marché. On peut avoir une activité sur Jarry, par exemple, mais se dire finalement, est-ce que ce ne serait pas mieux de l'avoir sur Gosier? C'est essentiel, connaître son marché et avoir vraiment une situation sur 1 ou 2 ans, voire 3 ans, pour penser en tout cas qu'on va réussir dans son objectif. Parce que l'objectif c'est ça, parce que surtout nous en Guadeloupe aujourd'hui, la priorité c'est vrai qu'il y a un grand taux de chômage et la plupart des gens qui ont créé leur entreprise, c'est souvent pour eux-mêmes créer leur propre emploi. Et donc là, il faut vraiment sécuriser ça parce qu'on a une famille et donc il faut pouvoir nourrir sa famille après. Donc c'est évident qu'il faut vraiment regarder ces choses-là. Le marché d'abord, est-ce que je peux le faire? D'accord, mais alors ensuite, une fois donc on a envisagé donc cette étude, comment faire? Est-ce qu'on choisit d'être individuel ou bien d'être en société? Alors après, c'est ça. Est-ce qu'on est aussi avec des copains pour le faire? Et quel volume de personnes, avec des copains ou d'autres, quel volume, ou en famille aussi, quel volume de personnes on veut toucher? Donc c'est évident que, imaginons que l'on veut être seul, parce qu'on se dit, voilà, pour l'instant je commence doucement et puis après je verrai en grossissant, en ce moment en entrepreneur individuel. Alors peut-être qu'il y a un risque en entrepreneur individuel, c'est si ça marche pas, est-ce qu'on peut venir saisir nos biens? Si ça marche pas, quoi, je sais pas, ça c'est peut-être le maître qui peut le dire. Voilà, après il y a le URL qui est sympathique parce qu'elle avait été créée par Jean-François Copé à l'époque et elle permettait de créer une entreprise pour 1 €. Donc bon voilà, on peut la créer, on a créé une société et moi je me souviens que quand je conseille des gens, ils disent souvent c'est mon enfant que je crée, quoi. C'est mon enfant, c'est son bébé, c'est l'enfant que l'on a et qui grandit et qui est une personne morale. Et ça je pense que le maître va l'expliquer très bien tout à l'heure. Alors c'est vrai différente. Mais c'est vrai parce qu'en réalité souvent les personnes se disent toujours mais entrepreneur individuel, pourquoi société c'est compliqué? Ils sont complètement perdus. Alors c'est simple, l'entrepreneur individuel c'est celui qui n'a pas de société, c'est-à-dire que c'est lui-même qui est responsable sur ses biens propres, avec des petites nuances quand même, on verra ça tout à l'heure, de ses éventuelles dettes, alors qu'en société, eh bien, s'il crée une société, ce sera la société qui sera responsable de ses dettes et pas lui-même. Alors la question qui se pose souvent, c'est ils disent ok, je vais m'associer, je crée une société, je m'associe. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable de s'associer? On peut vouloir s'associer parce qu'on se dit, voilà, par exemple, on veut créer une boulangerie et qu'on veut avoir des super machines pour le faire et on va se dire, on va mutualiser les moyens pour pouvoir avoir le plus de moyens possible, quoi. Après, il faut être sûr que la personne, on a confiance en elle, qu'on a la même idée et que surtout, on a le même objectif. Parce qu'une entreprise aussi, c'est un objectif. On va dans la même direction. Ah oui, la direction. Où est-ce qu'on veut aller? Et il faut être sûr que chacun va aller dans la même direction. Ça, c'est important. Voilà, mais c'est tout à fait cela. Et en réalité, ce qu'il faut bien avoir conscience lorsqu'on s'associe, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de m'associer? Parce que beaucoup de personnes s'associent par principe. J'ai une société, je m'associe. Non! On s'associe si on a besoin de s'associer. Effectivement, pour des moyens, parce qu'une personne peut nous aider, parce qu'éventuellement celle-ci va apporter des biens à l'entreprise. Il faut une bonne raison. Parce que rester seul, malgré tout, si l'on peut, parce qu'on a une petite entreprise, quelque part, parfois, ça a beaucoup d'avantages. Ah ben c'est plus sûr souvent, parce qu'on maîtrise les éléments, c'est beaucoup plus sûr. Alors, souvent, on a abordé un peu tout cela, mais concrètement, vous conseillez le plus souvent quel type d'entreprise? Moi, je conseille de tout. Je vais de l'entreprise qui a de 0 salariés à l'entreprise qui en a 200. Et souvent, ce que je vois, et dans mon constat d'expérience, c'est que je vois que c'est toujours les mêmes types de problèmes qui arrivent, quoi. Souvent, l'entrepreneur, il a créé, et puis ça marche bien, il prend les employés, il embauche et tout ça. Et puis souvent, malheureusement, il a une relation avec l'employé qui est une relation de copinage.
mais il ne définit pas chez lui des fiches de fonction, il ne définit pas des fiches de poste. Et après, malheureusement, quand on a 1 ou 2 salariés, il y a les problèmes de ressources humaines qui se mettent en place avec les vacances, les congés maternité. Donc il faut être bien conseillé dès le début. Donc il faut être très bien conseillé pour avoir bien structuré juridiquement son entreprise, pour savoir comment on peut y faire face après. Parce que nous, ce qu'on remarque avocats, c'est que de plus en plus de personnes nous disent « Attendez, on ne va pas aller chez l'avocat parce que sur Internet, il y a des statuts. » Grosse erreur. Et c'est souvent lorsque les choses ne vont pas qu'on se rend compte qu'on aura dû faire attention, par exemple, à la rédaction des statuts. C'est très important. C'est super important parce que souvent les statuts qui sont comme ça sur Internet, qui sont pris, c'est les statuts génériques. Mais souvent le diable se cache dans le détail. Exactement. Et souvent on voit malheureusement que les gens, ils ont fait les statuts, ils ont des problèmes et on se rend compte que sur un alinéa, ils ont raté un truc parce que c'était un truc générique et ils se font avoir. Quoi. Ils ne sont pas protégés. Et on peut perdre l'entreprise et aller au tribunal pour rien. Quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui on constate que les principaux problèmes suite à des conflits d'associés trouvent rarement des solutions immédiates. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas prévu de sortie. Alors, il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec des statuts, avec des pactes d'associés, il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent justement de sortir de ces situations. Alors, parlons réglementation. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent « Tiens, allez, je vais ouvrir un restaurant ou encore, je vais être boulanger. » Mais est-ce qu'ils peuvent comme ça, décider du jour au lendemain d'envisager ces professions? Là, il y a des professions qui sont réglementées. Alors souvent, on pense qu'aux avocats ou tout ça, mais il y a des professions comme par exemple boulanger ou même plombier. Il faut avoir un CAP ou même coiffeur. Vous voulez ouvrir un salon de coiffure, il faut avoir un CAP de coiffure. Oui, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une différence entre travailler pour quelqu'un, où là on peut avoir divers diplômes, et diriger l'entreprise. Ah bah oui, complètement. Pour diriger, il faut absolument avoir ce diplôme-là, ou en tout cas avoir quelqu'un qui est représentant, qui a le diplôme pour le faire. Et donc ça, c'est très important de le faire, et surtout parce que ça permet aussi de connaître, aussi pour ne pas prendre n'importe quel type de produit. Donc les produits, c'est pour les coiffeurs ou les plombiers, faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment important dans l'entreprise de bien connaître l'environnement dans lequel nous travaillons et surtout les réglementations qui a à faire à cette entreprise. D'accord, ce serait ces gens souvent ne font pas attention à ça. Au niveau fiscal, parce que souvent les gens n'y pensent pas, ils viennent créer une entreprise et ils se disent bon, fiscalement on verra après, finalement déjà si on gagne notre vie c'est très bien, on paiera de l'impôt. Mais vous pensez pas qu'il y a quelque chose envisagé dès le départ? Moi je pense sincèrement que l'entreprise, il faut souvent dissocier les revenus de l'entrepreneur des revenus de l'entreprise. Ça c'est très important, il faut le faire. Très important. Parce qu'au moins c'est mieux et surtout moi le conseil que je donne aux gens, et après le juriste va parler, mais ce qui est très important, c'est de ne pas mélanger le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ça, je crois que c'est un grand classique. Ça, c'est vraiment... Les gens, ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on a gagné 100 € dans la journée qu'on peut prendre les 100 € de la journée pour aller faire acheter son pain ou acheter autre chose. Parce qu'il faut payer des charges, il y a des charges à payer, il y a tout ça à payer, et donc il faut d'abord faire son chiffre d'affaires, et c'est le bénéfice que l'on récupère qui sert à cela, et ce bénéfice-là, on le déclare après, différemment de ses biens. Mais comment faire? Parce que bien souvent, ces gens-là ne sont pas des hommes de papier, des hommes de chiffres, ce sont des artisans pour la plupart du temps. C'est là que c'est important, et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a souvent dans les syndicats patronaux, la CGPME, le MEDEF ou autres, pour savoir comment on peut faire pour que l'entrepreneur puisse être formé. C'est important pour qu'ils connaissent en fait ces rouages-là, ou alors en tout cas essayer de trouver une structure qui lui permette en fait de tout lui expliquer. Mais il n'y a pas une formation obligatoire lorsqu'on veut devenir chef d'entreprise? Non, malheureusement il n'y en a pas. Il y a une petite formation. Il y a une petite formation qui est faite au CFE, qui est faite par le CFE, qui est parfois obligatoire. Qui n'est pas obligatoire et surtout ça dépend des fois. Qui doit être pérenne à mon avis, plusieurs fois répété. Le stage. Mais qui doit être répété parce que il y a des choses qui manquent et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a par exemple quand on voit sur les problèmes des paiements de charges, de RSI, de URSSAF qui ne sont pas faits, tous les entrepreneurs qui ont 0 à 2 salariés qui galèrent sur ça, on voit bien que c'est un problème. Et tout simplement parce que tout ce qu'on apprend mais qu'on n'utilise pas parce qu'on fait autre chose, on l'oublie. Et ça c'est vrai, on le perd. Mais surtout l'entrepreneur, il est dans son entreprise. Donc il n'a pas le temps de penser à l'administratif, il n'a pas le temps de penser à ça. C'est pour ça que son avocat c'est important, c'est pour ça d'avoir son expert comptable, son comptable c'est important. Alors il y a des groupements qui peuvent aider en dehors des avocats pour des petits renseignements au quotidien? Oui, c'est alors il y a l'association de gestion agréée qui permet cela. Bon, il y a sûr les syndicats patronaux qui permettent de le faire aussi. Il y a la Chambre de commerce qui a sa responsabilité là aussi de le faire. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui permettent aussi de faire accompagner. Il y a des consultants aussi qui le font. Il y a même maintenant la GECT. La GECT fait une sorte d'appel à projet dans laquelle elle envoie des consultants dans les entreprises qui ont 0 salarié ou 2 pour les former, pour voir les problèmes de RH, pour voir comment on peut faire. D'accord, très intéressant. Mais alors, c'est bien tout cela, mais en cas de difficulté, quels sont les risques pour l'entrepreneur? Parce qu'au final, souvent, il se dit, moi, je veux bien faire tout ça, mais si ça ne marche pas, comment je fais? Si ça ne marche pas, malheureusement, il y a des procédures où il passe au tribunal de commerce. Ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur, oui et non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est jugé par nos pairs.
on est jugé par des gens qui sont eux-mêmes Très chez important, l'entreprise. effectivement. Ils connaissent les problématiques, ils connaissent les difficultés et qui peuvent, à la rigueur, ils ont un panel d'outils dans lesquels ils peuvent mettre l'entreprise en sauvegarde ou autre part. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau du tribunal de commerce, qu'il faut savoir quand même, vous avez dit vos termes, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui sont des professionnels et non pas des magistrats de métier, à part un qui est le président, bien entendu. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on va au tribunal de commerce, ça fait peur. Mais il y a quand même des gens qui sont là pour vous entendre et qui ne peuvent que vous comprendre. Alors, au niveau donc, des difficultés d'entreprise, il y a quand même une distinction. C'est quand on va vous dire, OK, je suis entrepreneur individuel, je prends des risques parce que c'est sur mon patrimoine, j'ai créé une société, ça ne fonctionne pas, je dépose le bilan, il y a une liquidation, je n'ai a priori rien perdu, ce qui est grosso modo vrai. Sauf que maintenant, la loi protège de plus en plus les entrepreneurs, avec notamment une loi qui permet automatiquement que le bien, la maison principale soit mise à l'abri et ne puisse pas être saisie. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, de toute façon, les textes sont faits pour que, grosso modo, de plus en plus, les entrepreneurs individuels soient de plus en plus protégés. Ouais, alors c'est vrai, et le maître a raison. Cependant, je pense qu'aussi, le fait d'être entrepreneur individuel, ça fait que ses revenus vont directement dans son patrimoine, dans ses gains personnels. Le fait de mettre en société et de distinguer les deux, ça permet de se dire, si je suis gérant, je prends une indemnité de gérant sur les éléments, et puis je laisse une grosse partie de mon argent sur l'entreprise parce qu'il faut faire fonctionner au début, acheter les éléments. Donc ça, c'est important. Ce sera notre débat, entre guillemets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aussi, comment gérer l'argent? J'ai donc des sommes intéressantes sur le compte de l'entreprise. Comment je fais? J'ai une société. Est-ce que je vais envisager de me payer un salaire? Une indemnité de gérance, est-ce que je distribue les bénéfices, est-ce que je fais d'avance sur bénéfices? Il y a toute une logistique, entre guillemets, juridique et aussi comptable, envisagée, ça avec des professionnels donc, du droit et experts comptables, avocats notamment, bien entendu. Eh bien écoutez, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour, vraiment très simplement, de la question. Moi je vous remercie beaucoup, en tout cas pour l'ensemble de ces conseils, en tout cas très importants pour quelqu'un qui vraiment connaît le sujet et le vit au quotidien. Le vit au quotidien avec des entreprises de 0 salariés, parce que c'est ça notre tissu économique en Guadeloupe. Et le tissu économique avec ceux qui ont plus de 50 salariés, c'est des problèmes de RH, c'est des problèmes de gestion prévisionnelle de carrière, enfin il y a tout ça. Mais bon, c'est autre chose, mais pour l'entreprise, c'est sûr que souvent, plus on est important, plus on se fait conseiller, et moins on est important, moins on a les moyens de se conseiller. Or qu'à mon avis, c'est très important pour tout à chacun d'être conseillé. Et on trouve toujours quelqu'un qui vous conseille adapté à ce que l'on fait. Alors, une petite synthèse s'impose dans ce dossier du jour, à savoir la création d'entreprise. Donc d'abord, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Je crée une entreprise, mais est-ce que ça va fonctionner? J'envisage donc ce qu'on appelle une situation prévisionnelle de façon à voir si ça peut fonctionner, où je vais aller. Ensuite, la forme. Est-ce que c'est entreprise individuelle, société? Est-ce que je dois être tout seul ou pas? Après, le fonctionnement, c'est être bien encadré, car il y a beaucoup de réglementations et il faut être encadré parce que le métier d'entrepreneur n'est pas celui de comptable ou avocat. Et puis en cas de difficulté, il faut savoir quand même qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Voilà. Alors, je le dis à chaque fin d'émission, et je le dirai encore à nouveau, il y a toujours des difficultés juridiques, mais aussi que des solutions.